Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, même s'il commence à se faire tard. Et on se retrouve pour débriefer l'étape numéro 3 de ce Giro. C'était une étape qui partait de Enna pour arriver du côté de l'Etna. Etna très connu quand même comme montée, mais c'était une montée inédite de l'Etna par une nouvelle voie un peu plus difficile, surtout sur la fin de montée, hein, surtout sur les 3 derniers kilomètres où c'était un peu plus compliqué avec des pourcentages au-delà de 10%. Donc c'était vraiment en passant pour dire mon avis, je trouve que c'est une très belle trouvaille, cette voie de l'Etna de la part des organisateurs, parce que c'est vrai que souvent l'Etna c'était pas forcément spectaculaire. Alors là, je ne sais pas si c'est à cause de la Covid-19, le fait qu'on soit en octobre, mais l'étape a été très spectaculaire. 3 qualificatifs pour cette étape surprenante, magnifique et étincelante. Parce que ça a été All-Star. On a vu beaucoup d'actions aujourd'hui, sans forcément qu'il y ait énormément d'attaques, mais dans le cyclisme, il n'y a pas besoin toujours d'avoir des attaques pour avoir une course spectaculaire, mais là ça a été vraiment une bonne journée de cyclisme, hein. Vraiment fallait voir cette étape. Si vous ne l'avez pas vue, eh bien je le regrette pour vous, mais je vous dis tout de suite le résumé de la course. Une échappée qui part en 2 temps. Un groupe part dès le kilomètre 0, très vite, avec Visconti de Vinny Zabou, avec Lawson Craddock, Victor Kampenaerts, Matthew Holmes, Rumac, le champion de Croatie de Chandroni Giocattoli. Ensuite, on a un contre avec Jonathan Caicedo et Michael Berg, le coureur de AE, qui rejoignent Matthew Holmes, qui entre-temps avait une crevaison. Ils reviennent à 3, ce qui fait qu'on se retrouve avec une échappée de 8 coureurs, qui aura au maximum 5 minutes. À ce moment-là, on pense que l'écart est plutôt bien contrôlé, parce que l'Etna... Bon, déjà, si on perd l'étape, c'est pas non plus très grave. Et puis, se retrouver à 5 minutes au pied de l'Etna, vu comment on grimpe l'Etna d'habitude, vu que c'est une montée sèche, c'est un peu comme le Mont Ventoux. C'est une côte qui se retrouve, le Mont Ventoux, vous savez, c'est au sud des Alpes, donc souvent, il n'y a que le Mont Ventoux sur les étapes du Tour de France. Et là, c'est un peu pareil avec l'Etna. On sait qu'il y a souvent que l'Etna comme difficulté, même s'il y avait un dénivelé de 3500 mètres. Donc écart max 5 minutes, contrôlé par la Mitchelton Scott, qui va rouler une grande partie de la journée. Et puis à 40 km de l'arrivée, l'équipe de Vincenzo Nibali, la Trek Segafredo, décide de lui emboîter le pas. Et à partir de ce moment-là, c'est du... on peut même pas dire du grand n'importe quoi, c'est impensable ce qui va se réaliser, c'est vraiment impensable, tout ce qui va se produire dans les kilomètres après. À 26 km de l'arrivée, vous avez Geraint Thomas qui est lâché. Il est tombé au départ fictif et il est tombé assez fortement quand vous voyez l'état du maillot. Faut savoir que moi j'ai regardé à 60 bornes de l'arrivée et puis à un moment j'ai dû faire des trucs. Et je suis revenu pour les 15 derniers kilomètres. J'ai vu quand Yates a été lâché. Et c'est vrai que ce moment-là où Geraint Thomas s'est lâché, je ne l'ai pas vu. Donc je l'ai vu après coup, mais c'est vrai que ça m'a impressionné. Le maillot, c'était sous-estimé, parce que quand vous voyez l'état du maillot, forcément ça a été une grosse chute. Même si on a des maillots en lycra dans le cyclisme, c'est forcément une grosse chute. Entre temps, j'avais oublié de dire que Rossetto était parti en contre. Et puis à 14 km de l'arrivée, vous avez Visconti qui part avec Caicedo. Et ça, c'est dans l'échappée, ils partent à 2. On avait déjà perdu 2 coureurs à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis à 9 km de l'arrivée, Galopin et Simon Yates sont lâchés. Alors que Galopin soit lâché, c'est une demi-surprise. Que Yates soit lâché, là c'est une grosse surprise. Et puis ensuite dans le peloton des leaders, il y aura beaucoup d'attaques. Kruijswijk va souffrir comme Maïka. Maïka va rester dans le groupe Nibali. Ça ne sera pas le cas de Kruijswijk. On aura aussi une attaque à un moment de Castroviejo avec Harm van Doek qui va faire une belle montée également. Harm van Doek, et puis à 3 km, c'est Caicedo qui part et qui s'impose en haut de l'Etna. On passe tout de suite au Français du jour. J'ai fait long sur le résumé, mais pour le Français du jour, ça va être beaucoup plus rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. On n'attendait peut-être pas vraiment les Français non plus à la fête aujourd'hui, et sur une montée de l'Etna. C'est
oui, c'est ce qui s'est produit. On a quand même, moi j'ai noté 2 performances. Aurélien Paré-Peintre quand même, qui finit à 3 minutes 40, c'est-à-dire devant Simon Yates. Il finit 28e. C'est pas une mauvaise étape pour Aurélien Paré-Peintre. Il découvre le Giro, il découvre les grands tours. Il est peut-être pas aussi mature que d'autres coureurs qui ces derniers temps arrivent à être performants très jeunes. Mais je pense qu'il y a du talent et il faudra le revoir peut-être en 3e semaine, voir comment il tient, mais il faudra le revoir à l'attaque. Parce qu'à 3,40, il peut quand même déjà attaquer, hein, on peut voir venir un petit peu. Et puis Stéphane Rossetto, qui a des très bonnes jambes, je peux vous dire, il a attaqué et il résiste bien dans l'Etna, malgré son attaque. Ouais, un peu inutile quand même, mais il aime bien animer la course, hein, c'est un animateur, Rossetto. Un peu comme son comparse qui est Johan Ofredo, qui aime aussi bien animer les courses. Pas que animer les courses, il aime aussi animer à la télévision. Mais bon, Alexandro Valverde, je m'en souviendrai encore. Mais Rossetto, voilà, qui finit 27e à 83, c'est aussi une belle étape pour Stéphane Rossetto, qui est plutôt en très bonne forme. Le cours de la Cofidis, c'est qu'on va revoir, ça c'est sûr, à l'attaque dans les prochains jours. Attaque de Marlou! On va faire les tops et flops. Enfin, on va surtout commencer par les coureurs au top. Caicedo. Et ouais, l'équatorien, il nous a fait une sacrée étape quand même, Caicedo. Hein, parce que l'Etna, c'est pas simple. Il commence l'Etna, il a 3 minutes d'avance. Il a perdu très peu de temps au final dans l'Etna. Alors que, bon, certes, il a été aidé parce que Craddock a fait un énorme travail, il faut le dire, hein, dans l'échappée. Le centre Craddock qui a passé beaucoup de relais à un moment pour faire une belle course, mais il a fait une très très grosse montée. Il faut s'en méfier, Caicedo. J'avais dit chez VF Education First, il n'y a peut-être pas forcément de leader. Ça reste quand même un potentiel outsider pour un top 10, parce qu'encore une fois, pour le top 10, déjà avant le départ, j'avais dit qu'il n'y avait pas grand monde. Mais en plus, si les leaders pour le général s'écroulent au bout d'une étape de montagne, eh bien, ça va forcément laisser des opportunités pour des coureurs comme Caicedo, comme Almeida, comme également chez UAE. C'est pas McNulty. Je sais plus, du côté de chez UAE, que j'ai vu qui était devant. Lycée Berconti. Ouais, bah sinon c'était McNulty qui était performant. Assez surprenant le coureur américain. Mais oui, Caicedo qui a fait une belle étape, et puis en plus deuxième du général, sacré forcing quand même aussi de partir à 14 bornes de l'arrivée en côte simplement à 2, et puis après oui, il a été très très fort. Moi il m'a surpris parce que je trouve que c'est il est équatorien comme Carapaz, donc je trouve qu'il y a des similarités dans sa manière de rouler. Il y a une sorte de mélange entre Pierre Rolland et Carapaz dans sa manière de faire. Pour ça, je voyais, il avait un braquet mais démentiel. Il n'y a que Pierre Rolland pour faire ça, hein, très clairement. Et donc Caicedo, que j'avais vu quand même sur quelques courses aux États-Unis. À une époque, il courait peu en Europe, Caicedo. Il s'est mis il y a quelques temps, mais il courait très peu en Europe. Et ça, j'avais vu sur des courses américaines où déjà, ça m'avait surpris. Mais là, c'est vrai qu'on dirait Carapaz qui a chopé les gènes de Pierre Rolland, quoi. Mais c'est vraiment très très particulier. Mais il a fait une très très belle journée, deuxième au général, à égalité de temps avec Almeida, donc ça a donné déjà des belles étapes. Non, très très bonne journée. Je passe au deuxième coureur au top, c'est Wilco Kelderman, 39 secondes de Caicedo. C'est une très très belle journée par Wilco Kelderman, et il fait un bon début de Giro. Les Néerlandais, je l'avais mis parmi les outsiders de ce Tour d'Italie, mais à 39 secondes, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, il a une équipe qui est pas exceptionnelle, on va dire, quand même tournée autour de Michael Matthews, mais Michael Matthews, c'est quand même un sprinter qui passe bien les côtes, donc pour vous aider en montagne, ça peut être un coureur intéressant. Et puis, c'est une équipe qui même si elle a deux leaders, on va dire, le sprinter se met au service du grimpeur, et le grimpeur se met au service du sprinter. Il y a toujours eu cette philosophie-là dans cette équipe Sunweb qui avant s'appelait Argos, qui a eu d'autres noms. Barguil, par exemple, lançait des sprints pour Kittel et pour De Gengolb, et en même temps, De Gengolb travaillait pour lui de temps en temps en montagne. Ça a toujours été comme ça. Mais là, Kelderman, il attaque dans le final. Il a mis une bonne mine quand même à Nibali. Même Nibali n'a pas réussi à réagir. Alors, il prend une dizaine de secondes sur ces gars-là. Mais mentalement,
il est passé de outsider à potentiel coureur qui peut faire podium sur ce Giro. Donc vraiment une très très belle étape. Et puis on continue avec Nibali. Bonne journée de Nibali. C'est le coureur qui fait la bonne opération du jour. Parce qu'il avait perdu très peu de temps sur le contre-la-montre malgré le fait qu'il était parti au mauvais moment, je l'avais dit. Il avait perdu qu'une minute 20. Il avait perdu 20 secondes de moins que Fuglsang par exemple, ou que Maïka. Donc il avait perdu très peu de temps sur ce contre-la-montre. Il avait eu le malheur de partir au mauvais moment. Il est en forme. Et il a envie de gagner ce Giro. Parce qu'il y a eu la situation de la crise de la Covid-19, bien entendu, au mois de mars en Italie. Je crois qu'il a envie de gagner, il a envie de donner du bonheur aux gens et il a envie d'être devant. Je crois qu'il s'est motivé, mais archi motivé pour cette course. Il n'a pas fait le Tour de France. Il a quasiment consacré sa saison au Tour d'Italie. C'est son objectif de la saison. Donc oui, il est en très grande forme. Il a une équipe qui est ultra solide. Quand vous avez Ciccone, Bernard à votre service, quand même pas des branquignols, Brandbila. Enfin, c'est une équipe qui est très solide, qui a un seul leader. Bon, je pense que Nibali, on va le revoir encore très très fort dans les journées à venir. Et puis les deux flops. Je commence avec Simon Yates. C'est le flop le plus important pour moi. Il est plus important que Geraint Thomas. Simon Yates, 4 minutes 22. Il a fait rouler son équipe toute la journée pour ça. Ça nous rappelle Landa sur le Tour de France. Mais là, demander autant de travail à ses équipiers pour être l'un des premiers lâchés dans la difficulté. Et puis c'est surprenant quand même, Yates. Je pense que les conditions climatiques ont joué par rapport à Yates, parce que il était très fort sur Tirreno. Là, on avait l'impression qu'il c'était plus le même homme là. C'est peut-être les conditions climatiques. Tirreno, il faisait bon. Là, il fait froid. Sur cette étape-là, il faisait pas beau dans l'Etna. En plus, il y avait de l'humidité. Ça a peut-être joué. Après, un Britannique qui aime pas l'humidité, ça serait quand même une première. Mais ouais, surpris du côté de Simon Yates. On s'attendait à mieux. Très clairement, quand tu vois son équipe qui roule pendant une grande partie de la journée, c'est son équipe qui contrôle l'écart, alors qu'il était absolument pas obligé de faire ça. Ineos aurait pu faire ce travail-là. C'est surprenant de perdre autant de temps aujourd'hui. Voilà. Donc je crois qu'il y a... Ce qui est rassurant, c'est qu'il perd 3 minutes sur Nibali, un peu plus de 3 minutes 30 sur Nibali, ce qui a un écart important, mais je pense que sur ce Giro, il va y avoir des défaillances dans tous les sens. C'est récupérable en 3e semaine. Par contre, il ne faut pas qu'il perde beaucoup plus. S'il se retrouve à 6 minutes au bout de 7-8 jours de course, oui, là, ça sera impossible à réparer. Ça très clairement. Mais c'est pas encore impossible à faire. Et puis je finis avec Geraint Thomas, 12-19. Comme dit tout le temps Laurent Jalabert, le fictif, c'est quand même de la course. Et on peut se foutre de la gueule de Jalabert de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort là-dessus. Il faut faire gaffe sur les départs fictifs. Quand vous êtes un leader, tomber sur le fictif, c'est quand même... C'est honteux, comme diraient certains. Enfin, voilà, c'est pas normal. Et après, derrière, défaillance totale. J'ai envie de te dire, c'est la malédiction Ineos Sky, parce que, à part Froome, et encore, Froome était tombé plusieurs fois sur son Tour d'Italie, ils ont jamais réussi sur le Tour d'Italie. Ils l'ont gagné une fois, mais ça a été quasiment un miracle. Il a fallu qu'il y ait plein de coureurs qui s'en sortent pas et qu'il y ait eu une journée monumentale de Froome. C'est vrai que ça a toujours été une course compliquée pour eux. Et puis Geraint Thomas, moi je pense qu'il va pas rester sur le Giro pour 2 raisons. C'est pas. On a vu avec Thibaut Pinot, quand tu te blesses, quand tu as une grosse blessure, tu peux pas te refaire la cerise sur un grand tour. C'est impossible. On l'a vu avec Calmejane, avec Pinot sur le Tour de France. Donc ça va être compliqué. Et puis de toute manière, l'intersaison est très courte cette année. Donc s'il veut être performant, pourquoi pas pour le Giro l'année prochaine? Oui, je pense qu'il faut qu'il arrête sa saison maintenant. Et qu'il arrête le Giro tout de suite. La Vuelta, je ne le vois pas aller sur la Vuelta, je ne le vois pas rouler pour Froome, je ne le vois pas rouler non plus pour Carapaz. Mais bon, pour le Giro l'année prochaine, ça peut être une possibilité pour Geraint Thomas de s'arrêter là et de programmer déjà la saison prochaine. Parce que moi, ça m'étonnerait là qu'il puisse repartir. Peut-être qu'il va repartir, mais de toute manière, il ne sera pas au top de sa forme, très clairement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de tout finir, demain, ça sera une étape plate, enfin de sprinter. Elle n'est pas toute plate, il y a une côte de 3e catégorie en plein milieu. Il faudra faire attention au vent. Ça pourrait peut-être encore nous donner de l'animation dans le final.
Sinon, mais vous verrez tout ça dans la présentation de l'étape demain matin 7h30, si elle veut bien se mettre en ligne, parce que j'ai eu un échec de mise en ligne à l'instant avec YouTube. Et puis sinon, on se retrouve pour le débrief de cette étape numéro 4, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.